Ciao ragazzi, ciao à tutti, bienvenue dans ce nouveau podcast et qui dit trêve international, qui dit aussi libre antenne spéciale fan, spéciale Ultra Radio. Donc pour présenter ce podcast avec moi, ce podcast spécial supporter, j'ai toujours mon ami de toujours Afid. Salut poto. Salut à tous. Salut. Alors pour présenter cette émission, on a deux invités. On a Akram. Salut Akram. Salut. Ciao tutti. Et on a aussi Sébastien. Salut Seb. Salut à tous. Donc salut les gars, ravi et déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de partager ce beau moment entre supporters. On va parler de ballon, on va parler de notre passion. Et d'ailleurs, je vais laisser vous présenter. Akram, à toi l'honneur. Donc, d'où viens-tu? Pourquoi tu es supporter de la Lazio et si tu as un joueur qui t'a marqué? Bon, alors moi, je suis né en France, puis j'ai vécu en Italie pendant 6 ans. Et quand je suis parti là-bas, c'était le début des années 2010 et j'étais en coloc avec un supporter foot de la Lazio qui m'a fait découvrir les joies immenses d'être supporter de la Lazio. Donc voilà. Et bon, le joueur qui m'a le plus marqué depuis les années 2010, disons que c'est Ciro Immobile. Il a redonné un second souffle à la Lazio. Ok, d'accord. Et tu as quel âge? J'ai 25 ans. Énorme, très très belle anecdote. Du coup, tu as eu l'occasion d'aller à l'Olympico voir un peu des matchs ou malheureusement tu as jamais pu assister à un match? Bon, moi, je vivais à Turin, mais je suis parti à l'Olimpico 2-3 fois, oui. Et même, je suis parti voir des matchs de la Lazio à San Siro, au Stadio di Torino, à tout, en fait. Ah, ça, j'y allais, en fait. C'est sympa. Du coup, tu as vu pas mal de matchs, en fait. Oui, j'ai vu pas mal de matchs de Serie A, mais dès que je pouvais, il y avait un match de la Lazio qui n'était pas loin, j'y allais. Ah, tiens, c'est une très très belle anecdote, très très belle anecdote. Seb, à toi l'honneur. Oui, donc moi, j'habite à Chartres. Je suis supporter de la Lazio depuis, on va dire, une vingtaine d'années. D'accord. Donc, ouais, depuis les débuts un peu avant les années 2000, un peu au début, quoi, de la grande équipe de la Lazio. Quand j'avais 16-17 ans, à peu près. Donc, tu as quel âge, là? J'ai 39. Tu as 39. Donc, ouais, le joueur qui m'a marqué, Nesta, hein, obligé. Logique. Comme beaucoup, je dirais. Est-ce que tu es déjà allé à l'Olympico? Est-ce que tu as déjà vécu des matchs? Malheureusement, non. J'ai jamais eu l'occasion encore d'y aller. Et même des matchs qui t'ont peut-être marqué lors de ces 20 dernières années. Un match qui ressort comme ça, qui t'a fait vibrer ou pleurer, hein. Le 26 mai 2013. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Là, c'est une date qui est gravée dans nos cœurs. Beaucoup se sont fait tatouer cette date d'ailleurs, hein. Beaucoup. Ah oui. C'est une sacrée date. Hein. Il y a la finale de la Coupe d'Europe aussi, la Coupe des Coupes. Oui. Avec la grande équipe. Tu as pu la vivre en direct. Tu as pu la vivre en direct du coup à la télé, si tu t'en souviens bien. Oui. Tu avais vu que tu avais déjà un âge plus avancé que nous trois. Afid, si je dis pas de conneries, tu as eu 33, c'est ça? Exactement, 33 ans. C'est ça. Moi, je vais avoir 27, donc du coup, Akram a 25. Donc, tu es le plus apte à avoir les meilleurs souvenirs en fait de ces belles années. Et je pense que pour un adolescent comme moi, quand j'étais ado, mes vrais premiers souvenirs, c'était ceux les premiers qui m'ont vraiment marqué, c'était la finale de Coppa d'Italie en 2009. Donc avec Ousmane Dabo qui m'a vraiment marqué, mais toi ça devait être quand même quelque chose à vivre donc en tant que jeune supporter que tu étais de l'époque, de voir cette équipe là en plus à son prime et une des plus belles équipes à l'époque du monde à avoir joué. Ah carrément, oui, avec les Stankovic, Simeone, la défense Nesta, Mihailovic, Stam, Favali, Pancaro. Belle époque. Hein. C'était la Dream Team. Ferguson l'avait dit d'ailleurs après justement la Super Coupe, que du moins pour l'époque c'était l'équipe la plus belle et la plus dure qu'il a dû affronter de sa vie, quoi. Oui. Il a dû à ça, oui. On s'aperçoit que c'est vrai que cette grande époque de la Lazio, beaucoup sont tombés amoureux de l'équipe bianco-celeste et on se retrouve tous un petit peu dans cette période et que ça nous rappelle des très beaux souvenirs. Mais exactement, j'ai remarqué qu'en fait il y a vraiment en fait 2 décennies qui ont gravé du coup un peu cette génération de nouveaux supporters. Tu as
donc la nôtre à peu près, pour des petits souvenirs d'enfants comme moi et toi, de supporter, de voir cette grande équipe ou quoi, comme je pense les générations 2000 qui ont pu voir le Barça grandir ou le Real. Nous, c'était la Lazio à ce moment-là, parce que aussi la Serie A était à son prime et ça a fédéré. Et pour les plus jeunes supporters comme Akram ou comme d'autres qui sont sur des groupes avec nous, Snap ou quoi, c'est vraiment aussi, comme a dit Akram, c'est aussi l'élan aussi 2010. Il n'y avait pas forcément l'équipe de rêve comme avait la Lazio par rapport au Scudetto, mais il y avait une équipe de 11 couilles, de 11 paires de couilles qui essayait de tout donner pour le maillot. Il y avait des joueurs exemplaires, il y avait des joueurs aussi symboliques, les Desma, il y a eu donc les arrivées des Radu, des Lulic, des Miroslav Klose, qui ont su en fait graver aussi à leur manière la Lazio, en gagnant surtout des derbys de la capitale très importants, que ce soit dans les dernières minutes, que ce soit avec la manière ou la fameuse Coppa in Faccia. Puis bon, après il y a eu, et puis là du coup le renouveau un petit peu de la Lazio en ce fin de décennie 2010-2020, justement avec l'ère Inzaghi, Ciro, Savic et compagnie. On peut s'apercevoir que ça fait plaisir quand Akram parle de Ciro Immobilier. Et c'est Ciro qui lui fait aussi aimer la Lazio. On s'aperçoit qu'aujourd'hui aussi on a une bandiera qui est, tu vois, on a un joueur qui peut porter quelque chose, une passion. Et encore une fois, avec sa prolongation de contrat quasiment à vie, ça ramène aussi de la passion pour les jeunes supporters et ça fait chaud au cœur. Parce que je pense pas qu'on se rende compte. Après, je vais laisser justement nos deux invités dire ce qu'ils en pensent justement de ça. Nous, je trouve que là, on vit quand même une belle époque depuis 3-4 ans de la Lazio, surtout avec 3 ou 4 trophées depuis justement les 5 dernières années. On s'en rend pas compte parce que on vit tous un petit peu dans la nostalgie, un peu plus âgé, voilà, de se dire, voilà, la Coupe en 2009, les grands joueurs début 2000, fin 90. On parle beaucoup de ça, mais on s'en rend pas compte que ce qu'on vit, ça va sûrement marquer notre époque. Et quand justement il va avoir les premiers départs des gros joueurs de notre 11 actuel, quand il va avoir l'arrêt de tir, ça va aussi passer une autre page, parce qu'on s'en rend pas compte, mais à mes yeux, on est en train d'écrire quand même quelque chose d'important de la Lazio, sûrement des joueurs qu'on a cités. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais ça commence aussi à fédérer, que ce soit au niveau francophone ou au niveau mondial, je pense, pas mal de nouveaux supporters qui vont s'écrire avec le temps. Et je trouve ça très remarquable. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, Akram ou Seb ? Ouais, carrément, ouais. C'est sûr qu'aujourd'hui, on voit un groupe quand même qui, je pense, est assez soudé quand même. Parce qu'on voit qu'il y a les joueurs qui ils demandent pas à partir, quoi. Il y a Luis Alberto, Milinkovic Savic, les cadres, c'est ça. Radu, Immobilier, tout ça, ça forme un groupe assez soudé, ouais, je trouve, et ils se font plaisir à voir, à jouer ensemble, quoi. On voit que c'est un groupe qui vit bien, quoi. Et c'est sûr quand il y aura les premiers départs de ces joueurs-là, oui, ça va faire. Ça fait quand même déjà quelques années qu'ils sont ensemble, donc ouais, c'est les premiers départs, ça va faire bizarre. Ça va tourner une page, ouais, de l'ère Inzaghi, quoi, on va dire un petit peu. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, il y a une déclaration aujourd'hui, avant de laisser la parole à Akram. Il y a une déclaration aujourd'hui qui est sortie dans l'Asio Press de Pippo Inzaghi, le frère donc de Simone, qui a déclaré: j'aimerais que justement Simone Inzaghi ce soit le Ferguson de la Lazio. Et c'est vrai qu'au fond, on aimerait tous, malgré pas ses envies de départ, mais plutôt des clubs européens ou des gros clubs italiens qui sont sur le sujet. C'est vrai que j'aimerais bien que Inzaghi se renouvelle, on va en parler dans cette émission un peu tactiquement, et qui arrive vraiment à être ancré dans cette histoire de la Lazio, ou sinon, tout simplement, ce qui me semble logique serait plus tard l'arrivée de Nesta sur le banc de la Lazio, mais ça c'est un autre sujet. Akram, toi justement, voilà, de ces petites terres qui est en train de se créer, ou du moins que tu suis encore plus intensément que nous, enfin intensément, tout est relatif, mais si je veux te dire dans ta carrière de jeune supporter, toi qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense, c'est comme vous avez dit, c'est d'abord une vraie famille. Et même les joueurs qui sont partis, on peut citer Felipe Anderson. Il regrette limite, parce que quand on voit comment sa carrière elle tourne maintenant, alors qu'à la Lazio il était vraiment bon.
Et puis pour Simone Inzaghi, il pourrait devenir le Ferguson de la Lazio, mais juste faudrait que Lolito lui donne les moyens des fois, parce que quand on voit qu'on recrute très peu, voire pas du tout depuis 2-3 ans, alors que les autres recrutent, et Ferguson, comment est-ce qu'il a réussi à United, c'est en recrutant et en lui laissant le temps de faire ce qu'il voulait en fait. Parce que il a eu Giggs et Scholes sur 18 ans presque, donc il a pu faire ce qu'il voulait. Il en a fait une vraie machine. Chaque joueur qui ramenait pouvait jouer à United et faire gagner l'équipe. Nous, c'est ce qu'on souhaite pour notre Lazio, bien sûr. Après, comme tu as dit, il faudrait qu'on se renouvelle des fois tactiquement. Et je pense qu'on va bien en parler durant l'émission. Donc voilà. Bon, les gars, je vais vous encore laisser la parole. Vous, que ce soit Akram ou Seb. Tiens, Akram, on va encore te laisser la parole, justement. Toi, si tu as un thème à aborder là sur cette émission où on peut débattre tous ensemble, tu aimerais parler de quoi? Que ce soit d'un souvenir ou d'un débat ou peu importe, quelque chose qui te tient à cœur pour parler aujourd'hui tous ensemble. Bon, les souvenirs, moi, il y en a deux qui m'ont marqué le plus. Le premier, tu en as parlé, c'était le derby de 2013 quand on gagne la coupe. Et le deuxième, je pense, c'était en 2016-2017 quand la dernière journée, on perd contre l'Inter à la maison et on se qualifie pas pour la Ligue des Champions. Là, j'avais pleuré, ça faisait super mal. C'est vrai. Putain, c'est vrai que, tu vois, moi, tu me dis un match de la décennie autre que le souvenir que tu as cité, la Coppa Infach. Étrangement, c'est ce souvenir douloureux de l'Inter. On avait fait une saison quand même XXL, malgré que défensivement, on n'y était pas du tout. On était des plus belles attaques d'Italie, voire d'Europe. C'est vrai que ce match m'a profondément marqué, je m'en souviens, j'avais cassé les couilles à des potes pour regarder le match. Justement, on avait fait tout un truc de barbecue énorme et tout pour regarder le match. À la mi-temps, en plus, la Lazio mène. J'étais super content avant justement cette débandade. C'est vrai que cette défaite, elle a mis quand même un coup en plus. C'était un peu le renouveau aussi des supporters qui, du moins là je parle pour les insulaires qui allaient à l'Olympico, c'était un peu le renouveau aussi de l'Olympico Laziale. Où voilà, un match à guichet fermé, énorme, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait eu un énorme tifo côté tribune montée, je ne sais plus, j'ai plus le nom, là j'ai honte, mais il y avait eu un énorme tifo sur tout le stade, une ambiance de dingue pour au final en plus ce débat qu'on avait déjà eu lieu dans ce podcast de Vrij, jouer ou pas jouer, à part qu'il s'était déjà engagé avec l'Inter. C'est vrai que c'était un souvenir douloureux certes, mais qui a marqué cette décennie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui, carrément. C'est un très mauvais souvenir, oui. C'est surtout qu'on avait ouvert le score. On avait ouvert le score sur une action de fou, je me rappelle encore, avec l'action Immobile et Philippe Anderson. Tout avait bien commencé, surtout. C'est ce qui fait encore plus mal. Je ne sais pas si même avec Afid, quand on en reparle, on oublie surtout un fait de match, autre que le penalty de Vrij et compagnie. C'est aussi ce qui nous met un peu dans la sauce dans ce match-là, c'est Lulic qui pète un plomb et qui se fait expulser. On l'oublie trop souvent. À partir de cette expulsion vient justement l'Inter qui pousse et qui nous repasse devant. Je savais en plus c'était au goal average particulier qui passait s'il gagnait. Donc le nul, il me semblait qu'il suffisait à nous qualifier, c'est ça, si je dis pas de conneries. Ouais, après le truc c'est que je pense que tout le monde est resté bloqué sur le penalty que Stéphane De Vrij provoque, et je pense que tout le monde a raison, hein. Le vrai sujet était là, malgré que oui, on joue à 10. Après je pense que vraiment Stéphane De Vrij n'aurait pas dû jouer ce match-là, et c'est vrai que ça reste en travers de la gorge de beaucoup de personnes, et moi aussi. Ah mais c'est sûr. Après, pour rebondir du coup sur les records Kazi Akram, moi, là, personnellement, dans cette décennie, dans ces derniers mois de ces décennies, il y a eu les 2 semaines avec les 2 confrontations directes en championnat puis en Supercoppa d'Italie contre la Juve, les 2 fois 3-1. Pour moi aussi, on ne s'en rend pas compte, mais pendant ces 15 jours-là, la Lazio était d'un niveau, j'avais rarement vu ça depuis des années quand même. On a affiché un niveau de jeu contre une Juve de Cristiano Ronaldo, peut-être pas la plus belle Juve de la décennie, mais franchement, on avait été costaud, on était serein, on venait 2 fois de les taper. On repense voilà à la COP ou quoi, mais l'an dernier, malgré cet arrêt Covid qui nous a tué le championnat, mais on a vécu quand même
le mois de décembre, le mois de décembre qu'on a vécu, il était dingue. Entre le match qui commence avec le Cagliari où on gagne dans les arrêts de jeu grâce à Felipe Caicedo et Luis Alberto, suivi, en plus on enchaîne à Brescia, il me semble, où on gagne aussi dans les arrêts de jeu, et puis là arrive la Juve et on les tape 2 fois. La Lazio, quand même, dans cette décennie, sur toutes les finales, je parle de Coppa d'Italia et de Supercoppa, aux 3/4 du temps, quand on est arrivé quand même dans le dernier carré, hormis les 2 défaites contre la Juve, on a toujours su répondre quand même présent. On a toujours, la Lazio quand même a toujours été une équipe, entre guillemets, dans le dernier carré de coupe en Italie, et dans le patrimoine italien, tout simplement. Oui, c'est vrai. Dans le dernier carré, après, on commence pas très loin du dernier carré en Coupe d'Italie, mais c'est vrai qu'au niveau des coupes, on est à chaque fois bien loti, on arrive à bien s'en sortir et à en gagner, vu le nombre de coupes qu'on a gagnées ces dernières années. J'allais rebondir sur un autre sujet. J'allais vous poser une petite question à Sébastien et à Akram. Sébastien, toi, que penses-tu de ce recrutement lors du mercato? Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu es un peu déçu? Tu t'attendais à mieux? Dis-nous tout. Un peu déçu quand même, ouais, parce que il y a eu l'épisode avec David Silva déjà, là, un peu le retournement. Ouais, c'est vrai que ça a fait du mal, hein, David Silva. Et un petit peu de mal, ouais. Et puis, comme tout à l'heure, on parlait d'Inzaghi, là, qui peut être le Ferguson un peu de la Lazio. Ouais. C'est vrai que je trouve qu'il avale pas mal de couleuvres quand même par rapport au recrutement. C'est peut-être ça un petit peu aussi qui freine. Ouais, qui freine un petit peu aussi. Après, il y a peut-être qu'il faut qu'il se renouvelle un peu tactiquement, mais je trouve qu'il avale pas mal de couleuvres par rapport au recrutement. Entre Lotito et Taré, ouais. Ouais, entre le Tuto Taré, Ouais. parce que, ouais, on entendait pas mal de rumeurs de transfert, puis au final, c'est un petit peu encore décevant, parce qu'on a quand même un bon 11 de départ qui tient la route, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Et on l'a vu, là, il va y avoir la Ligue des Champions, il va y avoir le championnat, il y a l'histoire du Covid, tout ça, donc ça va peut-être un peu, un petit peu juste niveau banc encore, ça va être un petit peu compliqué encore à gérer tout ça. Ouais, ben c'est super intéressant ce que tu dis parce que en discutant avec d'autres supporters, entre nous, avec Pierre-Marie, on s'aperçoit qu'on a quand même tous cette petite, c'est pas cette petite rancœur envers Lotito et Taré, mais on s'attendait tous à quelque chose de plus costaud. On s'attendait cette année peut-être à passer un cap qui a du mal à arriver. Après, c'est vrai que la Lazio, on se répète, mais on a toujours recruté des joueurs en fin de contrat, ou on a misé sur des joueurs qui sont des très bons joueurs à peut-être dans l'avenir, mais on mise pas sur des top players tout de suite pour faire passer un cap à l'équipe. Et c'est ce qu'on regrette un peu tous. Tu vois, ce sentiment général, je sais pas ce que tu en penses, Pierre-Marie, mais il est quand même présent. Non, il est autre que présent. En plus, je trouve que dans ce triangle amoureux là de Tar et Inzaghi et Lotito, c'est un peu le serpent qui se mange la queue, parce que tout le monde un peu se repose, je trouve, sur ses lauriers, entre Inzaghi et sa formule de 3-5-2 qui, je trouve, arrive un peu en bout de cycle, qui commence à s'épuiser. Lotito et Tar qui se reposent depuis 3-4 ans grâce aux jolis coups de poker qu'ils ont fait. Donc, comme tu as dit, c'était que des joueurs en fin de contrat ou c'était que des paris. Que ce soit Luis Alberto qui arrive pour 5 millions à Liverpool, qui cirait le banc, qui jouait plus avec les U23 qu'autre chose. Sergej Milinkovic-Savic, c'était la pépite, mais bon, à part, je pense, les gros amateurs de football manager et de football belge, et un peu, je pense à nos collègues de Twitter, Footbanski, qui savaient déjà un peu le potentiel de Milinkovic-Savic. Il y a eu ça. Après, comme Paris, Chiro, c'est un pari, il ne faut pas l'oublier, hein. Chiro, quand on le prend, sa dernière bonne saison, elle était en 2014 avec pas Dortmund, avec le Torino, quand il a d'ailleurs fini meilleur buteur d'Italie. Sinon, il venait d'essuyer des échecs à Dortmund, à Séville. Il avait essayé de se relancer pendant une demi-saison en prêt à Torino, qui avait été légèrement concluant. Donc il arrive chez nous. Tuku Correa, il arrive chez nous pour 18 millions d'euros avec bonus. Pareil, c'est un petit pari parce que il avait enchaîné les pépins physiques et
le banc, pas le banc. Les seuls joueurs, on en avait déjà parlé, les seuls joueurs vraiment affirmés de ces 4 dernières années où on savait que c'était des valeurs sûres au final, c'était Lucas Leiva. Quand bien même il ne jouait pas énormément avec Liverpool, il arrive de Liverpool en ayant joué quasiment plus de 250 matchs. Donc bon, joueur d'expérience. Et Acerbi, il arrive pour 11 millions, il me semble, en tant que défenseur expérimenté de Serie A, avec un Sassuolo qui monte en puissance. Et voilà, le reste, après, ça a été des paris. Peut-être, allez, je suis mauvaise langue, il y a Lazare qui est arrivé donc, l'an dernier. Lazare, on savait, qui venait d'être co-meilleur passeur de Serie A à l'époque et qui avait fait une bonne saison. Qui avait fait une bonne saison dans l'ensemble. Après, le reste, c'est que des paris. C'est du recrutement au rabais. Cette année, comme l'a très bien souligné Sébastien, on a eu de suite le nom David Silva. On s'est tous mis à rêver. On s'est tous mis à dire enfin un calibre Champions League, un champion du monde, un champion d'Europe. Il va nous apporter ce plus au milieu. On a tardé. On s'est pris une quenelle sur le poteau quand il a signé à Juan Sebastian. Et au final, après, on a tardé pour des recrutements. On va pas encore leur jeter la pierre parce que 4 matchs, c'est court. 3 matchs, c'est court. Donc, je pense à Vedan Muriqi qui n'a pas encore joué. Je viens de le voir aujourd'hui, ça tombe à l'heure où on parle. Il devrait débuter d'ailleurs le match contre la Sampdoria la semaine prochaine. Fares qui revient de ligament croisé, où aussi on a mis énormément de temps à le recruter. C'est pas pour dénier ses joueurs, mais on a perdu vraiment énormément de temps pendant tout le mercato pour des joueurs, soit qui n'ont pas signé, soit pas de classe Champions League, parce que cette année, on va pendant 3 mois, on va jouer un match tous les 3 jours, et il faudra être prêt. Je ne sais pas si au final l'équipe est prête, je ne sais pas si au final les autres petites recrues dont je n'ai pas cité, je pense à Diego Escalantes, je pense à Daniel Akpak Pro ou X ou Y, seront prêts pour tenir le rythme et seront prêts pour ces matchs de haut niveau, voilà. Ouais. Mais toi, Akram, tu en penses quoi? Moi, David Silva, ça m'a fait mal. Après, j'avais encore espoir pour Juan Mata. Ouais. Malheureusement, ça s'est pas concrétisé. Bon, aussi, il faut pas oublier tous les recrutements qu'on a ratés, qu'on a fait et qu'on a ratés durant les dernières années. Je pense notamment au Croate Badej, j'ai oublié son nom. Voilà, Badej. Lui, il nous a fait perdre une année comme ça. Il y en a d'autres aussi qu'on a recrutés qui n'ont pas donné le niveau souhaité. Je pense notamment à l'arrière gauche là qui est parti, qui est reparti en Espagne. Johnny, lui c'était une grosse déception parce que il était nul. Déjà, il est une pipe. Exactement. Il faut le dire. Il n'a pas répondu aux attentes, malheureusement, Johnny. Après, c'était comme d'autres joueurs, un pari. On l'a eu à bas prix. Bon, je pense qu'on a fait une mini plus-value. Mais ça ressemble beaucoup au recrutement que Iglitar et Lotito aiment faire. Et encore, la plus-value, prends-le avec des pincettes parce que je crois qu'il est pas. Je crois qu'il est parti là actuellement à Osasuna, mais il est parti en prêt avec option d'achat. Mais elle est obligatoire, je crois. Ah, elle est obligatoire. Autant pour moi. Elle est obligatoire. J'étais pas sûr. Je me suis dit, ça sent peut-être le bateau foireux, mais bon, ça va, vous me rassurez. Je crois. À vérifier. Et le Fabio Wallace aussi qu'on a recruté ces dernières saisons. Là. Voilà. Non, mais parle pas de choses qui fâchent non plus. C'est vrai que voilà, c'était un recrutement. On est arrivé à se débarrasser de lui. On peut voir que personne l'a acheté. Hein. Il est parti gratuitement. Oui. Donc logique. Donc bon, je sais plus pour combien on l'avait acheté. 7 millions d'euros. 7 millions à Monaco. 7 millions. Donc bon, c'est vrai que beaucoup de paris pas réussis, on va dire. Et je trouve aussi que c'est un petit peu vieillissant aussi comme équipe, qui est quand même pas mal. Oui, il y a des joueurs confirmés, mais c'est quand même une équipe assez âgée quand même. Si on prend le 11 titulaire, ils sont quand même pas mal. Ouais, on commence à avoir une équipe vieillissante. Je suis d'accord avec toi. Dans le sens où en plus. Oui, voilà, j'allais en venir. Je veux dire, même si Parole n'est pas dans ce 11, il figure souvent dans l'équipe.
il figure souvent dans l'équipe. Et tu as un Parole qui a 35 ans, tu as Lulic qui en a 34, tu as Radu qui en a bientôt 34 aussi, ou qui a les 34 ans, tu as Leiva qui va avoir 31 ans. Tu as qui d'autre aussi qui se fait un peu vieux sur le banc. Tu as Cacedo qui a plus de la trentaine aussi. Là, on a une équipe. Acherb, à la limite, pour un défenseur central, Radu, on le voit vraiment qu'il commence à être sur la fin. Et bon, on peut pas trop. À la limite, j'ai même pas envie de jeter la pierre à Radu, j'ai plus envie de jeter la pierre, comme on l'a dit, au recrutement et au fait qu'on n'ait pas le choix pour le faire jouer, parce que vu tous les fidèles services qu'il nous a rendu Radu, on peut pas lui en vouloir. On peut pas lui en vouloir, mais bon, c'est vrai que quand tu sais que finalement Bastos reste et que le pseudo remplaçant de Radu pour les soufflets, ça va être le retour de Wesley Hutt. Je sais pas si c'est ça aussi ce que vous en pensez, mais ça fait léger, quoi. Pour revenir l'effectif, ça fait léger, à part que tous ces joueurs-là, en somme, donc c'est 5-6 joueurs de la trentaine expérimentés, normalement, sont là, je pense que la FIDE va être d'accord avec moi, sont là justement pour renouveler l'effectif et pour accompagner justement la nouvelle génération, soit de jeunes recrues qui sont là pour être renouvelés. Et là, ils sont là justement pour amener leur expérience à ces joueurs-là, pour leur faire expliquer la valeur de porter ce maillot de la Lazio, pour dire vous êtes n'importe pas quelle équipe d'Italie. Loin de là dénigrer les autres équipes italiennes, mais comprendre qu'à la Lazio, les supporters, ils attendent énormément de toi. Les supporters, ils vont pas te donner sans chance. On a vu avec Wallace à quel point il s'est fait siffler à l'Olympico. Même Bastos s'est fait souvent siffler. Même Patrick, malgré qu'il a réussi un peu à redresser la barre, ça reste léger. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de tout ça. N'oubliez pas aussi que Lolito voulait vendre Luis Ramos, là, Felipe Luis. Felipe, ouais. Parce qu'il avait besoin d'argent pour renouveler l'effectif, mais ça s'est pas fait. Bon, moi, je suis plutôt content parce que Radu, comme vous avez dit, ça commence à se sentir, même sur les blessures, il se blesse de plus en plus. Et Felipe Luis, avec Acerbi, c'est la seule valeur sûre qu'on ait avec lui, puisque derrière, Patrick, moi, à chaque fois, j'ai toujours peur. Il n'est jamais rassurant. Après, je voulais vous poser une question. Vous, à la place de Lolito, est-ce que vous aurez tenté le coup Milik de Naples? Ah, pas du tout. Moi, oui, large. Moi aussi, j'aurais tenté parce qu'il est confirmé. Il met toujours sa dizaine de buts en Serie A. À la place de qui? En complément, puisque à la place de par exemple la Variki qu'on a pris. Ouais, j'aurais tenté quand même Vedat Muriqi, malgré que j'étais pas très emballé à l'idée de sa signature. Mais de là à prendre un joueur à Milik pour le relancer. C'est le salaire. Pour le relancer, c'est. Tu le relances pas, Milik. Milik, tu le relances pas. Il est quand même, c'est quand même costaud, Milik. Hein. C'est un joueur qui est à droit, pied gauche de la tête. Il met des coups francs. C'est un bon joueur, Fradé. Tu n'as pas le droit de dire ça. Moi, c'est pas un joueur que j'aurais misé dessus. Après, il y a les goûts, les couleurs, c'est comme ça. Ça s'explique pas. Ouais. C'est incroyable que tu dises que finalement tu préfères Muriqui, toi. C'est vrai. J'étais pas fan de Muriqui et aujourd'hui, je m'aperçois que faut faire avec ce qu'on a et je me dis qu'un joueur de 2 mètres, ça peut être intéressant devant pour changer tactiquement un peu le schéma de jeu, surtout d'Inzaghi. Il fait quand même 95, hein, ouais. N'oubliez pas aussi qu'on est sur plusieurs tableaux cette année, Ligue des Champions, Championnat. Donc les joueurs ne pourront pas tout jouer. Moi j'aurais pris Milik. Ouais, mais après, pour remplacer numériquement Milik, le profil, je sais pas, ça aurait été peut-être un coup à faire, mais personnellement, quand t'as Muriqui, c'est un profil quand même assez, on va dire, c'est pas similaire, mais je sais pas, j'aurais pris autre chose. Justement, tiens, jolie transition là de parler de Milik ou de Muriqui par rapport au style de jeu. Je pense que tout le monde l'a vu. Récemment, est paru sur le Corriere dello Sport un espèce de putaclic, hein, si on peut dire ça, avec le gros titre avec écrit Inzaghi Rinnovo, d'ailleurs, Afid, que tu as partagé sur ton Twitter. Et en fait, ça parlait pas tout simplement de la prolongation de contrat de Inzaghi, mais justement, en fait,
aux changements plutôt que compte apporter peut-être Simone Inzaghi dès dimanche prochain contre la Samp, où apparemment on serait plus sur un 3-5-2, mais sur un 4-3-2-1. Vous êtes pour, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne idée, enfin, peut-être de proposer plutôt une autre alternative, une autre solution, plutôt que toujours ce 3-5-2, où les équipes en face, d'ailleurs, commencent vraiment à bien s'habituer à notre style de jeu et à comprendre comment on fonctionne. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est parce que il a pas trois très bons axiaux. À chaque fois, il y en a un qui se blesse, que ce soit Felipe Luis ou Radu. Donc, c'est d'une façon de dire, il est obligé de passer à une défense à 4. Et bon, c'est tant mieux, hein. C'est un mal pour un bien, je trouve. Parce que comme ça, on pourra mettre plus de personnes devant et être, disons, imprévisible. Parce que, comme tu as dit, les équipes commencent à s'habituer à nous et même il y en a de plus en plus qui commencent à jouer en 3-5-2. Ouais, c'est pas faux. Toi, Seb? Ouais, c'est pareil. J'attends un petit peu, voir un changement tactique aussi, parce que, pareil, je trouve que son système, il demande quand même pas mal de jus aussi à Inzaghi. Il demande pas mal d'énergie, son système en 3-5-2. Donc, je pense que passer en 4-3-2-1, c'est peut-être pas trop mal. Ça va peut-être lancer une nouvelle énergie. Moi, je serais plus à la limite pour un 4-3-3 que pour un. Après, c'est les goûts et les couleurs, mais un 4-3-3, moi, m'aurait plus plu offensivement que ce système. Je sais pas trop comment on va jouer. Afi, tu voulais dire quoi? Non, je disais juste que je pense qu'on va changer de schéma tactique, c'est surtout par rapport aux blessures des centraux. Donc on va changer de tactique, c'est surtout par rapport à, on est obligé en fait, il le fait par défaut. Et moi j'ai envie que Simone Inzaghi le fasse vraiment par choix. Donc moi je demande à voir quand tout le monde reviendra. Et puis ça peut être une solution de changer de schéma tactique. On l'a assez dit qu'on voulait voir autre chose et ne pas avoir Inzaghi rester mourir avec ses idées sans 3-5-2 et peut-être aussi alléger avec un nouveau joueur, peut-être donner plus d'opportunités dans un nouveau schéma tactique, comme je disais avec l'arrivée de Vedat Muriqi, où notre style de jeu pourra peut-être évoluer au fur et à mesure de la saison. Donc je demande à voir. Moi, justement, vu que c'est du. Là, on parle justement de jouer donc du coup avec trois milieux, on dira un peu plus axiaux relayeurs et deux styles plus offensifs pour accompagner bien sûr Immobile. Je mets l'idée comme ça. Pourquoi pas passer dans un système de jeu assez offensif, mais au lieu de passer sur du Tuku Correa, Muriqi et Chiro, pourquoi pas pour les accompagner juste derrière à avoir un Luis Alberto juste derrière Immobile, comme ça c'est déjà fait, accompagné mais là après c'est le sujet épineux pour Inzaghi, accompagné du jeune Raúl Moro. Moi j'aimerais bien voir les deux associés juste derrière. Chiro, certes c'est deux styles de joueurs, je parle de Moro et d'Alberto, deux Espagnols en plus, qui pourront être très complémentaires. Style de jeu certes différent, mais on aurait vraiment l'opportunité d'avoir deux créateurs quand même, et en plus l'opportunité de lancer vraiment un jeune qui est en train d'enchaîner masterclass sur masterclass en Primavera. Donc moi je sais pas, mais ce pari je le tenterais moi si j'étais Mister. Vous je sais pas si quelqu'un serait chaud ou pas, je sais pas, Fid, Akram. Écoute, moi je pense que c'est un peu du fantasme de vouloir voir Moro titulaire avec Luis Alberto. On a tous des fantasmes dans la vie, mais il faut pas oublier que on a recruté Pereira qui va venir soulager Luis Alberto. Après, bien sûr, on aimerait beaucoup que ces jeunes pousses arrivent. Je pense que Inzaghi en prendra conscience au fur et à mesure de la saison à lancer Raúl Moro et Armini. Et surtout Armini aussi, oui. Ouais, surtout Armini. Je sais pas ce que vous pensez quoi des jeunes, vous les gars. Sébastien. Si vous suivez un petit peu. Un petit peu, ouais. Moi, je pense qu'il faudrait un bon environnement pour les lancer, parce qu'on peut pas les lancer dans le grand bain, dans des matchs à grand enjeu comme celui de la Sampdoria, parce que faut vraiment gagner contre la Sampdoria, parce qu'on a besoin de prendre le bon wagon pour le championnat. Donc, je pense qu'il faudrait plus les faire jouer dans des matchs plus simples, plus faciles contre des équipes de très bas de tableau.
Ouais, après, on peut s'apercevoir qu'aujourd'hui, un match Après, simple, s'ils sont ça très bons, n'existe bien sûr, ils pas. vont jouer. Hein. Ça contre la Juve ou Ouais. Et toi, contre Sébastien, Spence. Ouais, je contre pense Spezia. il faudra les faire, il faudra peut-être les lancer un petit peu, de toute façon, un jour ou un autre, il faudra leur faire confiance, quoi. Ouais, après, quand des petits matchs de coupe, les premiers matchs de coupe d'Italie, Ouais, pour c'est sûr. des clubs de bas de tableau, Genre la Spezia ou quoi, tu vois. ouais, genre après, sans vouloir, Bien sûr, bien sûr. La Spezia, en plus, j'ai regardé leur début de saison qui est loin d'être catastrophique. Pippo Inzaghi qui propose de jolies choses avec Benevento. Il n'y a aucun match de toute façon qu'il faudra prendre à la légère. Mais après, il faut pas se leurrer sans les dénigrer, comme tu as dit Seb. Il y a des matchs où c'est plus adaptable quand même de lancer des jeunes, où c'est plus l'opportunité plutôt de lancer des jeunes ou de faire tourner l'effectif que d'autres. Hein. Malgré qu'en fait, quand j'ai dit ça, c'est que Raoul Moreau a été lancé, et Svan Andersson d'ailleurs, a été lancé lors du match contre la Juve. Mais bon, après, c'est le cas particulier du post-Covid, plus les blessures, plus ci, plus ça. Mais bon. Ouais, après, c'est super intéressant comme Sébastien le dit. Tout à l'heure, il nous parlait de renouvellement d'effectifs. Maintenant, on parle de jeunes et de les lancer. On voit que tout se lie et que quelque part, on a tous un peu cette vue-là sur notre Lazio. Qu'aujourd'hui, il va falloir quand même mettre des nouveaux joueurs, mais des joueurs d'avenir, mais aussi confirmés, qui sont pas là pour le présent et pour l'avenir, comme un peu Luis Alberto quand il arrive à la Lazio vers 23-24 ans. Je rebondis sur ça pour vous parler de quelque chose d'extraordinaire, notre qualification en Ligue des Champions 13 ans plus tard. Et je voulais vous poser la question à vous, Sébastien, à Kram, et toi aussi Pierre-Marie, donc ce que vous pensez de ce tirage. Est-ce qu'il est plutôt abordable? Est-ce que vous pensez qu'on peut s'en sortir ou pas? Seb. bon, je pense qu'il y a quand même il y a un coup à jouer quand même. Je pense que ça va pouvoir peut-être passer si l'équipe est sérieuse. On va peut-être rappeler le groupe pour nos éditeurs, donc Lazio de Rome, Bruges, Dortmund et le Zénith Saint-Pétersbourg. Donc vas-y, je t'en prie, Sébastien. Dortmund, je pense que ça va être dur. Après, Bruges et le Zénith, si on est sérieux, franchement, ça devrait quand même passer quand même. Même s'il faudra se méfier des déplacements là-bas en Russie. Ouais. Je pense que quand même c'est abordable quand même pour passer. Est-ce que tu penses que de finir ne pas se qualifier pour les huitièmes, ce serait une contre-performance ou un échec? Je pense oui. Ouais. Honnêtement oui. Et toi, Akram? Moi, d'abord, la première chose que j'ai vue, c'était le calendrier. Et je suis content qu'on finisse par Bruges à la maison. Même si les matchs aller-retour pendant la troisième journée et la quatrième journée, ce sera ça le plus important. Il faudra prendre au minimum 4 points sur ces 2 matchs. Et je pense que si on prend les 4 points sur ces 2 matchs et qu'on va Bruges en aller et en retour, ça devrait passer. Après Dortmund, qu'on perde ou qu'on gagne, ce sera que de l'expérience pour les joueurs. Ouais, ce sera que du bonus, surtout que c'est très intéressant ce que vous avez dit et je suis d'accord avec vous. Surtout qu'en plus, on arrive en Ligue des Champions. Moi, j'étais content en tant que supporter de me dire on a une chance de passer en huitième. Un peu déçu par rapport juste à l'homme qui voulait voir en fait des grands joueurs arriver à l'Olympico. Attention, on verra du Haaland et compagnie, mais on s'entend. Hein, je parlais du Barça ou de City, etc. Mais bon, notre entrée en matière va être loin d'être simple, surtout que en fait, on attaque de suite avec Dortmund à domicile. Et comme tu l'as dit, Akram, ça va être que du bonus en fait. Les matchs contre Dortmund, ça va être que du bonus. C'est-à-dire que pour moi, on commence la campagne européenne avec le luxe de prendre un point à domicile contre Dortmund. Certains vont me trouver défaitiste, certains peuvent me trouver que j'ai plus le mot, enfin voilà, peut-être dénigrer, trouver que je dénigre mon équipe de la Lazio, mais après je connais mes forces et je connais surtout les forces aussi de Dortmund et je me dis qu'un point à domicile pour commencer cette campagne européenne contre Dortmund, franchement, on commencerait plutôt bien et ce serait encourageant. Je prends aussi, oui. Parce que Akram l'a très bien dit, hein, Dortmund, les 2 matchs, ça va être du bonus. Et si on arrive à avoir un point déjà contre Dortmund,
Chez eux, je me leurre pas trop. Hein. Après, sur un match, tout est possible. Un fait de jeu d'entrée de match ou au milieu de partie, si on n'est pas trop lâché, on dira. Mais tout est possible. Mais après, tu l'as dit, Seb, les matchs pièges ça va être peut-être au Zénith, parce qu'à la maison, sera impardonnable, on dira, de perdre, hein, tout simplement. Et comme l'a dit Akram, de prendre 6 points contre Bruges, non loin de là de sous-qualifier cette équipe de Bruges, qu'il faut pas oublier, hein, l'an dernier, ils ont bien emmerdé le Real à l'aller comme en retour. Hein. Certes, c'est pas le Real qu'on a connu il y a encore 4-5 ans, mais ils ont réussi à leur mettre des bâtons dans les roues. Donc, en fait, il faudra vraiment jouer les matchs, mais niveau, pour moi, Ligue des Champions. C'est-à-dire que là, on est en Ligue des Champions, on est au plus haut niveau. Certes, le Zénith ou Bruges, ils ont plus la capacité de jouer la Ligue des Champions par rapport à leur championnat, par rapport à leur dominance de championnat, qui font que c'est plus facile pour eux, en tant que grande équipe de leur nation, de se qualifier. Mais justement, ils ont l'expérience. Ils ont plus d'expérience que nous. Ils ont des groupes qui ont plus d'expérience que nous de la Ligue des Champions. Après, on a l'effectif pour les taper et il faudra jouer tous les matchs à 300%. Et on verra que là, chaque erreur qu'on va faire ne sera pas forcément pardonnable. Après, je voudrais rajouter quelque chose. Il ne faut pas oublier qu'il n'y aura pas les 2 semaines entre chaque journée de Ligue des Champions. Ça veut dire qu'on va jouer 3 journées en 2 semaines. C'est ça, donc, oui. Si on ajoute le championnat, ça va faire 6 matchs en 2 semaines et je pense que ça va affaiblir toutes les équipes et il faudra juste en sortir avec pas trop de blessés et ça c'est le plus important. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis là aussi, Akram. Je rebondis là-dessus. L'inconnu aussi de notre groupe cette année, c'est les blessures. Et on va avoir beaucoup de matchs. Moi vraiment, je trouve aussi que ce sera une contre-performance de ne pas se qualifier. Mais d'abord, il faudrait vraiment récupérer tout le monde, tout l'effectif pour vraiment voir qu'Inzaghi il peut travailler dans de bonnes conditions. Donc ça aussi, ce sera une inconnue. Est-ce qu'on aura tout notre groupe disponible pour affronter cette grosse saison et cette Ligue des Champions? Et j'espère bien sûr qu'on va y arriver, quoi. On espère tous y arriver, on espère tous. Pour vous, honnêtement, hein, je vous parle à vous trois, l'objectif, au moins, c'est les 8e minimum. Après, c'est du luxe, c'est du rêve, c'est du fantasme, c'est du fantacalcio. Les quarts, les demi, et j'en parle même pas de la finale, mais l'objectif, c'est 8e de finale de la saison, 8e de finale de Ligue des Champions, et au moins se requalifier en Ligue des Champions. On est tous d'accord, je pense, non? Ouais, même si je dirais que l'objectif principal, c'est de finir dans le top 4 cette année encore. Oui, déjà avant tout. Mais bon, vu qu'on s'est qualifié en Ligue des Champions, donc à faire, c'est pour au moins jouer la campagne à minimum sérieusement. Contrairement à depuis en fait la débâcle contre le Red Bull Salzbourg il y a 3 ans, on boycotte quasiment nos campagnes d'Europa League. Donc là, on s'est mis du mal, on a enfin arrivé à terme de notre objectif. Et qui dit arriver à terme, qui dit pour moi jouer sérieusement tous les matchs, essayer de donner à 300%, on peut perdre. Moi, je ne suis pas contre perdre des matchs, mais je veux les perdre avec la manière, en voyant que peut-être l'effectif sera trop court. Et comme tu as dit, Akram, ça va être les blessures aussi qui vont compter. Il ne faut pas oublier qu'entre les blessures, parce que quasiment toutes les équipes seront longées à la même enseigne au niveau du rythme, et il y a aussi le facteur Covid qui est encore là, avec les joueurs de chez nous, soit des adversaires, qui peut être affecté et absent pendant 1 ou 2 semaines à cause de ça. Il ne faut pas l'oublier. Donc, on pourra être malchanceux comme on pourra en fait saisir toutes les opportunités possibles. Ouais, bien sûr, je suis d'accord avec toi, Pierre-Marie, mais après, faut pas oublier qu'on a, on peut être un peu pessimiste, mais si on a tout notre effectif, on a quand même une grosse équipe et je crois fort en nos chances. Et j'espère vraiment que cette année, on va pouvoir être heureux et obtenir au moins cette qualification en 8e et, comme Akram, une place dans les 4 premiers. Donc voilà, on va arriver à la fin de ce podcast, à la fin de cette émission, les gars. Je vais laisser pour terminer la parole à Seb. Si tu as un dernier petit sujet, une dernière petite question à nous soumettre, on t'écoute avec grand plaisir. Non, j'ai pas vraiment de questions. Après, quand on parlait de joueurs qui ont marqué les dernières saisons, tout à l'heure. Sur une note légère, voilà. Rajouterais quand même Tommaso Rocchi aussi. Oui. Ah oui. Tommaso Rocchi.
Thomas Vino qui était pas mal aussi. Il nous a beaucoup dépanné, Tommaso. Hein. C'est ça. Oui. Et d'ailleurs, Tommaso qui, comme avait dit à Ousmane Dabo, quand on a eu le luxe et le privilège d'avoir eu dans cette émission, la Zaita Frances, il a dit que, je sais pas si tu t'en souviens, Afid, que Tommaso qui c'était quand même un des attaquants avec qui il a joué, hormis les plus extraordinaires aussi à l'époque, peut-être les plus sous-cotés d'Italie. Ouais, sous-coté. Sous-coté. Il est arrivé certes à une époque où il y avait beaucoup de concurrence en termes de neuf en Italie. Malheureusement, c'est très malheureux pour lui parce que quand on voit dans cette décennie de la Squadra Azzurra à quel point c'est dur de trouver des bons neufs qui marchent vraiment bien. Tommaso qui est arrivé vraiment en plus dans le prime de la Squadra Azzurra, donc je pense au Totti, au Luca Toni, au Gilardino aussi qui était très en forme, mais c'est un joueur qui, je suis complètement d'accord avec toi Sam, hein, qui est rentré dans notre histoire et qui sera jamais gravé, hein, de par ses buts, de par son charisme et de par son amour par la Lazio aussi. Un peu comme Ledesma, c'est des joueurs qu'on gardera dans le cœur, des joueurs qui ont mouillé le maillot et qui nous ont fait énormément de bien dans ces années de souffrance. Oui. Mais vas-y, Saïf, je te laisse terminer. Non, j'ai dit oui. Ouais, c'était oui. Non. Bon, les gars, en tout cas, merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup d'avoir été avec la. Oui, merci beaucoup, les gars. Super cool. Super cool, c'est super constructif. On se reverra, on se recontacte au plus vite. On se recontacte au plus vite pour parler de notre Lazio autour de n'importe quel postade. Vous serez les bienvenus autour de notre table. Afid, merci encore une fois. Ouais, merci à toi, Pierre-Marie. Comme d'hab. Et on se retrouve très très vite. Le podcast, vous le savez, chers auditeurs, il sort tous les lundis soirs. Donc restez présents, restez à l'écoute. Merci à tous. On se retrouve dimanche prochain pour le débrief de Sampdoria Lazio. Et merci à tous. Ciao ragazzi, forza Lazio. Forza Lazio. Merci à vous. Ciao a tutti.